Alors, on commence. Premier essai d'iconologie pour aujourd'hui, qui est le 29e, et qui est, alors, c'est un peu un travail très pédagogique, mais ça me semblait être important d'y revenir. C'était de faire une analyse, une tentative d'analyse de cet objet ultra connu dans l'histoire de l'art, qui est le Laocoon, attesté d'un point de vue littéraire, mais pas officiel, par trois sculpteurs, Agésandros, Polydoros et Athénodoros, qui datent à peu près d'après 40 avant l'ère commune, grosso modo, hein. On sait qu'il a appartenu à des collections impériales à Rome et il a été redécouvert en 1516, en 1506 pardon, et acheté par le pape Jules II. Et donc cette sculpture, c'est celle-ci précisément. Donc c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Vous parler de cette sculpture, à la fois dans ce qu'elle est comme objet, c'est-à-dire comme objet dans l'histoire de l'art, et de ce qu'elle dit d'une histoire de l'image. Et ensuite d'en parler donc avec la deuxième chose que j'ai nommée dans le titre, c'est de vous en parler par rapport aux théories de Lessing, le fameux petit texte que Lessing publie sur Laocoon des frontières respectives de la poésie et de la peinture en 1766 et 1768, parce que ça a laissé un héritage pour l'histoire de la pensée qui est extrêmement forte. Bon. Donc on a cet ensemble qui est un ensemble assez monumental. C'est un ensemble qui fait 2,42 m sur 1,60 m, qui est en marbre, un marbre d'une extrême qualité, qui laisse supposer que donc l'objet a été un objet qui a coûté extrêmement cher, et surtout qui a été fait vraiment dans des proportions, des dimensions techniques extrêmement précises. La grande question, c'est de savoir, bon, vous voyez ce que ça représente, hein, ça représente un homme adulte et deux enfants attaqués par des serpents. La question, c'est de savoir quel est le sujet de cet objet et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de cet objet. Alors, je ne vais pas m'étaler pendant 20 ans sur l'histoire, mais c'est quand même extrêmement important de le rappeler. Ce personnage, Laocoon, Laocoon, on va dire, Laocoon est le frère d'Anchise, c'est-à-dire le frère du prince de Troie. C'est-à-dire famille aristocratique de la ville de Troie, et c'est le grand prêtre de la ville de Troie. Là, on est pile au moment où les Grecs ont déposé le cheval au bord de la mer, en prétendant qu'il s'agissait d'un cadeau, et donc en proposant évidemment aux Troyens d'accepter ce cadeau. Laocoon arrive dans une sorte de grande colère et de grande angoisse, et en disant aux Troyens, donc en disant à son peuple, en disant surtout n'acceptez jamais un cadeau venant des Grecs. Bon, les Grecs vont l'accepter, hein, vous connaissez la fin de l'histoire, donc ça je ne vais pas vous la raconter, les Grecs vont l'accepter. Mais avant que les Grecs acceptent, arrivent de la mer deux immenses serpents et deux immenses monstres marins qui vont d'abord se jeter sur les deux enfants de Laocoon et tenter de les étouffer. Laocoon se jette pour essayer de sauver ses enfants, et c'est la sculpture que vous voyez. C'est donc ce moment captif où Laocoon essaye de se débattre alors que ses deux enfants sont en train de mourir. Donc la sculpture a été récupérée en 1506, elle est conservée, elle a été achetée par le pape Jules II et elle fait partie des collections. Et aujourd'hui, évidemment, elle se trouve dans les collections au musée du Vatican. Pline l'Ancien dit dans les Histoires naturelles, au chapitre 36, il dit « Le Laocoon, qui se trouve dans la demeure de l'empereur Titus, qu'il faut préférer à toute la peinture et toute la sculpture. D'un seul bloc de pierre, les grands artistes Agésandros, Polydoros et Athénodoros de Rhodes réalisèrent Laocoon, ses fils et des nœuds de serpents magnifiques grâce à l'accord de leurs idées. » Bon, ça, c'est donc cet objet. Cet objet, je vous l'ai dit, date de la deuxième moitié du dernier siècle avant notre ère. Il fait partie de ce qu'on appelle dans l'histoire de l'art, il fait partie de l'expressionnisme ou du baroque hellénistique. Ce que le grand théoricien espagnol du baroque Eugenio d'Ors nommait dans ses catégorisations le Baroccus Alexandrinus, c'est-à-dire ce baroque qui va de grosso modo de 300 à 0 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire ce moment qui correspond au baroque classique, c'est-à-dire ce moment où la sculpture, et principalement la sculpture, doit être investie d'une sorte de tension expressive extraordinairement forte. Et c'est ce que vous avez évidemment dans cet objet. Donc, on peut en proposer, je vais essayer de vous en proposer, allez, on va dire une série de lectures. Je vais vous en proposer 4 et puis 5, et puis je vous proposerai après une lecture à partir des théories de Lessing.
Première chose que je peux vous proposer, c'est dans les théories grecques, ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle l'expression du taoma, c'est-à-dire l'expression d'une terreur, et que cette expression de la terreur, elle est réalisée à partir de ce qu'on appelle cet expressionnisme baroque hellénistique, c'est-à-dire on va le faire dans une tension qui est la plus forte et la plus violente, toute la tension des musculatures, toute la tension qui se fait à partir des veines du marbre, à partir de toute l'expérience magistrale de la pierre, etc. J'ai oublié de vous dire, petit détail, que, petite histoire assez drôle, début du 19e siècle, le bras a été retrouvé chez un tailleur de pierre. Et donc ça a donné lieu à une grande restauration dans les années 1960, où on a recollé le bras à Laocoon, bras qui originellement était tendu vers l'extérieur, alors que finalement il est tendu vers l'intérieur et qui replie la sculpture. Donc la première chose, c'est donc vous êtes devant un objet qu'on appelle le baroque alexandrin. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre aussi que cette sculpture, c'est une épreuve politique. Il faut comprendre que, vous le savez sans doute, mais que donc le frère de Laocoon, c'est Anchise. Le fils d'Anchise, c'est Énée. Énée sera le fondateur de la lignée des Latins et le fondateur du monde latin. C'est-à-dire que vous avez là quelque chose qui dit une fondation mythologique de la latinité contre la Grèce et qui reprend cette question que, de toute façon, originellement, il faut se méfier des Grecs. Les cadeaux des Grecs ne sont jamais bons à prendre. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle ce grand prêtre meurt, parce que lui a dit qu'il fallait faire attention, mais on l'a pas écouté. Donc ça veut dire qu'il faut lire cette sculpture aussi comme un objet politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut le lire depuis cet objet politique comme une sculpture dans la représentation de l'injustice. Il y a quelque chose de fondamental qui fait partie de ces objets qui font dans l'histoire de l'art et particulièrement de l'histoire de l'art latine. L'objet politique dit quelque chose de l'ordre de l'injustice et dit quelque chose qui doit être possiblement réparé, en tout cas réparé du point de vue de l'esthétique. Conséquence, autre lecture possible que l'on peut faire et qui tient à l'expérience de la pensée grecque, c'est-à-dire que ce qui appartient au taoma, c'est-à-dire ce qui appartient à l'épreuve douloureuse de ce qui existe dans le monde, doit pouvoir se compenser, doit pouvoir se rédimer ou se racheter par la puissance esthétique de la fabrication de l'image. C'est un grand dispositif du baroque hellénistique. C'est de compenser le drame, de compenser la violence par la question de par la puissance de la beauté de l'objet. Alors c'est un truc qui reviendra, puisque c'est une des grandes théories que l'on reprendra après dans l'histoire de l'art. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire ou tenter de vous énoncer depuis l'expérience de ce qu'est cet objet dans le monde antique. En tout cas, cet objet a toujours été un objet fondamentalement des collections impériales et qu'il est resté comme étant considéré comme un chef-d'œuvre. Donc la structure de l'objet est une structure par bande, c'est-à-dire que toute la tension va du bas vers le haut, et donc ce truc qui vient faire écraser la totalité des personnages jusqu'à les faire mourir. Et là, vous en êtes à l'instant avant, c'est-à-dire que les personnages sont encore debout et résistent avant qu'ils ne s'effondrent dans la mort. Deuxième chose, il faut que j'arrive à vous l'indiquer dans les théories de Lessing. Alors, qu'est-ce que fait Lessing dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle? C'est qu'il va publier vers les années 1766 cet ouvrage qui s'appelle Laocoon, où il va parler de ces questions-là. Qu'est-ce que nous dit Lessing? Alors, Lessing, il va nous produire un axiome. L'axiome est le suivant. Chez Lessing, l'objet d'art est la beauté, c'est-à-dire la contemplation, tandis que l'objet du poème, c'est l'action. C'est-à-dire que dans l'image, dans l'objet qui est l'image, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la contemplation. Donc l'objet d'art a pour objet la contemplation, tandis que le poème a pour objet l'action. Je cite Lessing, le poète travaille pour l'imagination et le sculpteur pour l'œil. Ce dernier ne peut imiter toute la réalité qu'en blessant les lois du beau. Il ne reproduit qu'une situation, qu'un instant, tandis que le poète développe l'action tout entière. Alors, cet axiome, il est extrêmement important parce qu'il va modifier, à partir du XVIIIe siècle, une grande partie de l'histoire de l'art. Alors, pour ça, c'est pas si souvent que je le fais, mais je vais le faire aujourd'hui. Pour ça, je suis obligé je ne sais pas si c'est lisible, mais je suis obligé de vous montrer un texte. Ce texte est un fragment du chant 2 de l'Énéide de Virgile, donc évidemment le grand texte fondateur de la latinité. Et ce texte va décrire exactement ce que vous avez vu précédemment dans la sculpture. C'est à partir de ça que Lessing va faire la comparaison. C'est-à-dire entre ce fragment écrit, qui est l'expérience de l'action, contre l'image, qui, elle, est de l'ordre de la contemplation. Alors, à quel endroit ça se place, toute cette histoire? Ça se place à un endroit où, dans l'histoire de l'art, on nous a appris autre chose.
On nous a appris depuis Horace qu'il y avait un axiome et que cet axiome était nommé ut pictura poiesis, comme la peinture, la poésie. C'est-à-dire que depuis Horace, on considérait qu'il y avait une équivalence ou un processus d'équivalence entre le dispositif poétique et le dispositif artistique, entre la peinture, la production de l'image et la question du texte. Or, ce que dit Lessing, c'est que Lessing dit c'est l'inverse. En fait, il y a une rupture fondamentale entre les deux. Ce que produit Lessing dans l'histoire de l'art, à partir de cette sculpture du Laocoon et à partir de ce texte de Virgile, c'est une révocation de la structure du ut pictura poiesis. Non, il n'y a pas de poésie comme de peinture, ni de peinture comme de poésie. Il y a une rupture fondamentale entre les deux parce que la sculpture ne conduit pas à la même expérience que la poésie. Alors, là où évidemment les choses ont considérablement changé depuis, c'est que nous, on n'adhère plus évidemment à la question des théories de Lessing, puisqu'on a dépassé cette question-là, mais qu'en tout cas, je ne sais pas pourquoi c'est reparti là, mais en tout cas, Lessing essaye de déconstruire cette vieille structure, qui est cette structure de toute la période classique, qui considère que la poésie et la peinture ont quelque chose à voir, c'est-à-dire dans la fabrique de l'image et de la poésie, il y a une relation. Or, non, il n'y a pas de relation, parce qu'il y a quelque chose de l'acte qui n'est pas le même. L'image ne conduit pas à l'acte, c'est le récit et le poème qui conduit à l'action. Et ça, c'est ce qui va être, pour le 18e et pour le 19e, qui va être une leçon qui va être assez essentielle, parce que cette leçon va changer considérablement l'histoire des représentations. Alors, je ne peux pas m'empêcher, pour le plaisir, de relire ce texte pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous avez d'un côté vu la sculpture en marbre, et de l'autre côté, ce qui est produit par Virgile. Mais voici que de Ténédos, c'est une petite île qui est en face du rivage de Troie, où étaient basés les Grecs avant de fondre sur les Troyens. Et voici que de Ténédos, sur des flots paisibles, 2 serpents aux orbes immenses. Et ça, c'est la marque stylistique de Virgile qui a été essentielle pour toute la détermination de ça, qui est cette incise horresco referenza, c'est-à-dire ce que je dis me fait horreur, ce que je dis me fait trembler, au sens propre. C'est-à-dire que c'est depuis le texte que l'épouvante vient. Cette épouvante, cette horresco, c'est-à-dire cette épreuve de l'horreur, ne serait pour Lessing pas du tout la même que celle que vous avez devant la sculpture. La sculpture m'ouvrirait à une contemplation que ne me donne pas le texte, et qui viendrait de cette expression horresco referens. Glissant sur la mer et côte à côte gagnent le rivage, poitrine dressée sur les flots avec leur crête rouge sang. Ils dominent les ondes, l'arrière de leur corps épouse les vagues, et leurs échines démesurées ondulent en spirale sur les vagues. Un bruit monte de la mer écumante. Déjà, ils touchaient le rivage. Leurs yeux brillants étaient injectés de sang et de feu, et leur langue tremblante léchait leur gueule sifflante. À cette vue, nous voyons livide. À cette vue, nous fuyons livides, je suis désolé. Fuyons livides, eux, d'une allure assurée, force sur Laocoon. D'abord, les 2 serpents étreignent les 2 corps de ces jeunes fils, les enlacent, les mordent et se repaissent de leurs pauvres membres. Laocoon, alors, arme en main, se porte à leur secours. Aussitôt, les serpents le saisissent et le serrent dans leurs immenses anneaux. 2 fois, ils lui serrent taille, 2 fois de leur échine écailleuse. Ils entourent son cou, ils le dominent, tête et nuque dressées. Le prêtre, aussitôt, de ses mains, tente de desserrer leurs nœuds. Ses bandelettes sont souillées de bave et de venin noir. En même temps, il pousse vers le ciel des cris horrifiés, tels le mugissement d'un taureau blessé, fuyant l'autel en secouant de sa nuque la hache mal enfoncée. Je ne suis pas acteur, donc la lecture n'est pas celle la plus brillante qu'il puisse y avoir, mais du moins, j'ai essayé de donner quelque chose. Ce que dit Lessing, c'est que vous avez donc, pour l'histoire de l'art, à partir du 18e, 2 choses qui vont être extrêmement importantes pour l'histoire de l'image et la représentation de l'image. C'est, 1, il faut mettre fin à cette relation du ut pictura poiesis. Il y a des différences fondamentales entre les sémioses, et c'est depuis ces différences avec les sémioses qu'on peut fabriquer une histoire de l'art. 2, à partir de l'axiome qu'il produit, il y a quelque chose de l'ordre d'une action qui se produit dans le récit et dans le poème, qui ne se produit pas dans l'image, qui ne se produit pas dans la sculpture. Ce que la sculpture produit, elle produit une expérience de la contemplation, tandis que le texte va produire une expérience de l'horreur. Et que ce n'est pas la même chose. Alors évidemment, il faudra évidemment qu'on fasse un jour un autre travail,
c'est de considérer pourquoi ça a changé à partir du XXe siècle. Il y a quelque chose qui a basculé dans le XXe siècle parce qu'on a inventé d'autres choses. Et en particulier parce que l'invention de la photographie et du cinéma va permettre de réintégrer dans l'image quelque chose que les signes ne pouvaient pas imaginer au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, ça donc c'était le premier. Voilà, c'est vraiment à usage très pédagogique, mais je voulais revenir sur ce truc parce que souvent je le cite et je voulais revenir sur l'expérience des deux, c'est-à-dire comprendre ce qu'est cette sculpture et relire ce texte d'Horace. Il faut vraiment comprendre que le noyau central de tout ça est tenu dans cette incise Horresco referens, c'est-à-dire j'éprouve une horreur à ce que moi-même, auteur, j'écris. Donc, toi, lecteur ou lectrice, tu éprouveras évidemment la même horreur. Et cette horreur n'est pas identique à l'horreur qui est dans la sculpture. Donc il y a tout un travail à opérer aujourd'hui sur cette question, à partir de la théorie de Lessing, de ce qu'on fait comme héritage de cette question de l'épreuve de l'horreur et de cette épreuve de la terreur depuis l'image ou depuis le récit. Voilà pour le premier.